Il y a des choses qu'on croit ne voir que dans les films, jusqu'au jour où, à la porte des arrivées, on voit un soldat courir vers la fille d'un millionnaire. Et ce qui se passe ensuite glace l'aéroport entier. Si tu aimes les bonnes histoires, installe-toi avec moi sur le perron, laisse ton like et abonne-toi, car ce que je vais te raconter maintenant, mon enfant, paraît irréel, mais c'est la vie réelle. C'était un matin étouffant de décembre, de ceux où le ciel semble peser sur les épaules. La clim essayait tant bien que mal de rafraîchir l'intérieur de l'aéroport, mais il suffisait de regarder les yeux de ceux qui attendaient leur vol pour comprendre que la chaleur venait d'ailleurs. Et c'est dans ce décor, entre valises à roulettes, pleurs d'enfants et annonces confuses aux haut-parleurs, qu'il est apparu. Un homme en uniforme militaire, en sueur, haletant, comme s'il avait couru la moitié de la planète pour arriver là. Il a passé le vigile sans s'arrêter, bousculé une dame avec un bouquet à la main et renversé une pancarte où était écrit « Docteur Fabio ». Ses yeux fixaient un point précis, comme si le reste du monde était devenu décor d'une mission urgente. De l'autre côté, une jeune fille élégante tenait un sac à dos avec le logo d'une école bilingue. Elle était distraite, tapant sur son téléphone, jusqu'à ce qu'elle entende un cri « Clara !» Elle leva la tête lentement, comme si elle n'en croyait pas ses oreilles. Et quand ses yeux croisèrent ceux du soldat, le temps s'arrêta, mais pas d'une belle façon. Il s'arrêta de manière étrange, car elle ne souriait pas, elle ne courait pas, elle ne pleurait pas, elle était figée. Et ceux qui ont assisté à la scène disent que c'est exactement à ce moment que le millionnaire, son père, s'est levé de son siège, les yeux plissés, la bouche sèche, comme si le passé était revenu d'entre les morts pour réclamer ce qui lui appartenait. Le vigile tenta d'intervenir, mais le soldat cria « Je veux juste la voir, s'il vous plaît, juste 1 minute ». Le millionnaire s'approcha à grands pas, mais son visage disait autre chose. Il exprimait la peur, la colère. Il disait qu'il y avait là quelque chose de vieux, d'enfoui, et que peut-être le moment était venu de le déterrer. Et lorsqu'il se trouva face aux militaires, il parla avec un calme qui glaçait jusqu'aux os. « Tu n'aurais jamais dû venir ici. » Le soldat inspira profondément. Ses lèvres tremblaient, et il répondit « Elle a le droit de savoir. » C'est alors que Clara les regarda tous les deux et prononça une phrase qui résonne encore dans les murs de ce terminal. « Qu'est-ce que vous me cachez ?» Le silence qui suivit fut plus fort que tous les bruits de turbines jamais entendus dans cet aéroport. Un silence qui hurle, un silence qui pèse. Et c'est là, mon enfant, que l'histoire commence vraiment. Il y a des choses qu'on croit ne voir que dans les films, jusqu'au jour où, à la porte d'arrivée d'un aéroport, on voit un soldat courir vers la fille d'un millionnaire. Et ce qui se passe ensuite fige tout le terminal. C'était un matin étouffant de décembre, ce genre de matin où le ciel semble s'effondrer sur les épaules. La climatisation de l'aéroport faisait de son mieux pour faire croire que la vie était fraîche à l'intérieur, mais il suffisait de regarder les yeux de ceux qui attendaient d'un vol pour voir que la chaleur venait d'un autre endroit. Et c'est dans ce décor, entre valises à roulettes, enfants en pleurs et annonces confuses aux haut-parleurs, qu'il est apparu. Un homme en uniforme militaire, transpirant, essoufflé, comme s'il avait couru la moitié du monde pour arriver là. Il passa devant les agents de sécurité sans s'arrêter, bouscula une dame qui tenait un bouquet et fit tomber une pancarte portant l'inscription « Docteur Fabio ». Ses yeux fixaient un point précis, comme si le monde autour n'existait plus, comme s'il était en mission. De l'autre côté du hall, une jeune femme élégante, portant un sac à dos d'une école bilingue, tapait sur son téléphone, l'air absorbé. Jusqu'à ce qu'un cri résonne « Clara !» Elle releva lentement la tête, comme si elle n'était pas sûre d'avoir entendu son propre nom. Et lorsque ses yeux croisèrent ceux de ce soldat, le temps sembla se figer. Mais ce n'était pas un arrêt de conte de fées. Non, c'était étrange, car elle ne sourit pas, ne courut pas, ne pleura pas, elle resta figée. Et ceux qui ont vu la scène racontent que c'est à ce moment précis que le millionnaire, son père, s'est levé de sa chaise, les yeux plissés, la bouche sèche, comme si le passé venait frapper à la porte, ou plutôt au portique d'embarquement. Un agent de sécurité tenta d'arrêter le soldat, mais il cria
Je veux juste la voir. S'il vous plaît. 1 minute seulement. Le millionnaire s'approcha d'un pas ferme. Mais son visage exprimait autre chose, de la peur, de la colère, quelque chose d'enfoui depuis longtemps. Et peut-être que le moment était venu de tout déterrer. Et lorsqu'il se retrouva face au militaire, il parla avec un calme glacial. « Tu n'aurais jamais dû venir ici. » Le soldat inspira profondément. Ses lèvres tremblaient, et il répondit « Elle a le droit de savoir. » Clara les regarda, confuse, et elle posa la question. « Qu'est-ce que vous me cachez ?» Un silence pesant tomba sur le hall. Un silence plus fort que tous les moteurs d'avion réunis. Un silence qui faisait mal. Et c'est là, mon enfant, que cette histoire commence vraiment. Ce que cet homme a révélé ensuite a fait vaciller bien des certitudes. J'ai déjà vu des pères mentir pour protéger leurs enfants, mais j'en ai aussi vu mentir pour se protéger eux-mêmes. Et la différence, mon enfant, c'est que ce genre de mensonge ne s'enterre pas avec le temps. Il pourrit. Et un jour, l'odeur remonte. Et cette odeur-là pue la vérité. Le millionnaire César Toledo possédait la moitié de la ville. Un magnate de la logistique, du genre à passer plus de temps dans les aéroports que chez lui. On le voyait comme un homme rigide, exigeant, mais très protecteur envers sa fille. Depuis la mort de la mère de Clara, il était devenu tout son monde. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Mais ce matin-là, dans ce hall d'aéroport, ce n'était pas de la tendresse qu'il avait dans le regard. C'était de la haine. Une peur sourde du passé, une peur que ce passé ne revienne par le portique d'embarquement. « Tu n'as aucun droit, » dit-il au soldat, les dents serrées. « Et toi, tu en as ?» répondit l'autre, en jetant un regard oblique vers Clara. « Elle ne t'appartient pas. » Clara tenait toujours la sangle de son sac à dos, comme si elle s'y accrochait pour ne pas couler dans ce flot d'absurdité. Des passants filmèrent la scène, croyant assister à un de ces fameux retrouvailles de guerre. Mais ce n'était pas une série télé, c'était la vraie vie, celle qu'on n'aimerait jamais vivre. Un agent de sécurité s'interposa. « Messieurs, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas discuter ici. Si cela continue, nous devrons appeler la police. » César se tourna vers lui, avec le calme glacial de celui qui a l'habitude de commander. « Faites donc, appelez. Mais éloignez cet homme de ma fille. » Mais avant que le vigile ne fasse quoi que ce soit, Clara prit la parole, d'une voix ferme. « Il ne bougera pas avant de m'avoir dit ce qu'il se passe ici. » C'est alors que le soldat, les yeux embués, sortit de sa poche un petit objet, enveloppé dans un tissu moite, une vieille photographie, jaunie, du genre qui ne porte pas qu'une image, mais une histoire prisonnière dans le papier. Il la tendit à Clara, la main tremblante. Elle la déplia lentement. Et ce qu'elle vit fit vaciller son regard. Une photo d'une jeune femme tenant un bébé dans ses bras, le soldat à ses côtés, plus jeune, tenant la main de la femme. Et le bébé portait les mêmes boucles d'oreilles que Clara portait encore aujourd'hui. Un petit cœur doré, identique. Cette photo a été prise en 2005, à la base du Sud, dit-il. Elle s'appelait Elisa. Clara leva les yeux vers son père, les larmes au bord des yeux. « Qui est cette femme ?» César baissa la tête. Le soldat répondit à sa place. « C'était ta mère, ta vraie mère. » Silence. Un de ces silences qui broient la poitrine, qui font disparaître le sol sous les pieds. Clara lâcha son sac. Il tomba avec un bruit sourd. Rien n'avait plus de sens. Mais son père est mort dans un accident. Tu me l'as dit toi-même, César, cria une femme qui assistait à la scène, peut-être une amie de la famille. Il est mort, oui, pour moi, répondit César, sans regarder personne. Clara regarda le soldat, la voix à peine audible. Tu es en train de dire que tu es mon père? Il ne répondit pas. Il hocha seulement la tête, et ses yeux disaient le reste. Mais avant qu'elle ne puisse ajouter un mot, César se retourna et lança d'une voix forte, presque comme un défi lancé au destin. Ce n'est pas si simple. Il y a bien plus que ce que vous imaginez. Et il s'éloigna, laissant Clara en état de choc, et le soldat figé, hésitant entre courir après sa fille, ou après le temps perdu. Ah, mon enfant! Ce que César cachait n'était pas seulement une identité échangée, c'était bien plus profond. Cela impliquait de l'argent, du pouvoir, et un choix qu'il avait fait près de 20 ans plus tôt, et qui, désormais, revenait pour réclamer son dû.
Et tu sais comment ça fonctionne. Le passé revient toujours, avec intérêt et sans prévenir. On dit que la vérité libère, mais on ne dit jamais le prix, car parfois elle brise ceux qui l'entendent. Et une fois brisée, il n'existe plus aucune colle au monde capable de recoller les morceaux. Clara ne pleura pas, elle ne cria pas. Elle resta là, assise sur le sol de l'aéroport, tenant cette photo dans ses mains, le cœur en tempête. Le vigile, lui, ne savait toujours pas si cela relevait de la police, de la famille ou d'un scénario de feuilleton. Le soldat, quant à lui, s'agenouilla à ses côtés. « Je suis désolé, Clara. J'ai trop attendu, mais je ne pouvais plus garder le silence. Te voir là, si proche, sans savoir qui j'étais, ça m'a tué de l'intérieur. » Elle leva les yeux lentement, comme si elle sortait d'un cauchemar qui n'était pas encore fini. « Tu es mon père ?» Il hésita, respira, plongea ses yeux dans les siens et répondit « On m'a empêché de l'être. » César avait déjà disparu dans le terminal, mais ces mots résonnaient encore. Ce n'est pas si simple. Et effectivement, ce ne l'était pas. Car près de 20 ans auparavant, lorsque Elisa, la vraie mère de Clara, mourut lors d'un accouchement compliqué, l'hôpital déclara l'enfant orpheline. Le père, ce soldat nommé Raphaël, était en mission. Il ne reçut la nouvelle que 2 jours plus tard. Lorsqu'il revint, Clara avait déjà été emmenée. Par qui? Par César Toledo. Mais pas par générosité, par dette. Raphaël, dans sa jeunesse, avait travaillé pour l'entreprise de transport de César. C'était un homme honnête, mais qui connaissait trop de secrets internes. Des secrets qui pouvaient ruiner des réputations. César savait qu'Elisa était enceinte. Il savait que Raphaël était le père. Il savait que cette grossesse n'avait pas été désirée. Et surtout, il savait que Raphaël possédait des documents prouvant un détournement de fonds massif lors d'une opération de fret humanitaire à l'étranger. Un sale montage, maquillé en action solidaire. « Il m'a convoqué dans son bureau un dimanche soir », raconta Raphaël, la gorge nouée. « Il m'a dit qu'Elisa était morte, que l'enfant était vulnérable. Il m'a proposé de lui offrir une vie de princesse, une éducation, une maison, du confort. Mais en échange, Clara avait les yeux écarquillés. « En échange ?» demanda-t-elle la voix coupée. « En échange, que je disparaisse, que je signe la garde et que je lui remette les documents. » Le silence qui suivit fut douloureux. « Et tu as accepté ?» Raphaël baissa la tête, ferma les yeux avec force. « J'étais jeune, en colère, j'avais peur, et je me sentais coupable aussi d'être parti en mission, d'avoir laissé Elisa seule. Quand je suis revenu, elle était déjà enterrée. Et toi, tu étais déjà entre ses mains. J'ai cru que c'était mieux pour toi. » Clara se leva, vacillante, comme si elle tentait de se tenir debout dans un monde en ruine. « Tu as vendu ton droit d'être mon père, contre du silence, contre des documents. Ce n'était pas ça. Je pensais te protéger. Mais plus tard, j'ai compris que j'avais eu tort, et c'est pour ça que je suis ici. Parce que quelque chose de pire arrive, et tu dois le savoir, avant qu'il ne soit trop tard. » Elle plongea ses yeux dans les siens. « Pire que de me voler mon passé ?» Il ne répondit pas. Il sortit une enveloppe froissée de sa poche. À l'intérieur, une feuille imprimée et une signature numérique, Clara Toledo, héritière officielle de 17 millions provenant d'une entreprise impliquée dans des crimes internationaux. Clara lut le document lentement, et lorsqu'elle comprit ce qui y était écrit, sa main se mit à trembler. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Raphaël répondit d'une voix basse mais nette. « C'est la raison pour laquelle il t'a gardé près de lui toutes ces années. Tu étais la pièce parfaite, la fille idéale, l'alibi sentimental. Et maintenant, tu es le bouclier, car s'il tombe, il t'emporte avec lui. » Et à cet instant, le haut-parleur de l'aéroport annonça « Passagère Clara Toledo, veuillez vous présenter au service d'immigration. » Mais celle qui l'attendait, ce n'était pas la douane. C'était une avocate, en tailleur gris et avec une convocation à la main. Clara n'arrivait plus à respirer normalement. Chaque pas dans ce couloir d'aéroport résonnait comme un coup de marteau dans sa tête. Elle avançait mécaniquement, la feuille encore serrée dans sa main, tandis que Raphaël, son père biologique, suivait en silence à quelques pas derrière. Et là, devant la salle d'immigration, se tenait une femme que Clara n'avait jamais vue.
Tailleur gris, posture droite, regard tranchant comme une lame. « Mademoiselle Clara Toledo ?» demanda-t-elle avec une voix sans émotion. « Oui, je suis Lorraine Bastos, avocate représentant la holding Toledo International. Voici une notification urgente vous concernant. » Clara prit le document, les mains moites. En haut, le logo de l'entreprise de son père adoptif. En bas, la mention « Acte préventif de protection d'héritage ». Elle leva les yeux, confuse. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Une mesure de sécurité signée par votre tuteur légal, César Toledo. Vous êtes, depuis vos 18 ans, la co-titulaire légale de plusieurs comptes et actifs répartis dans 3 pays. Et certains de ces fonds sont actuellement sous enquête. Clara sentit le sol se dérober. Sous enquête? Oui. Et si vous ne signez pas ce document aujourd'hui, vous pourriez être accusé de complicité passive dans des opérations financières illicites à grande échelle. Raphaël intervint furieux. C'est un piège. Il l'a fait signer pour se laver les mains. Il veut tout mettre sur son dos. L'avocate resta impassible. Monsieur, je ne m'adresse pas à vous. Mais Clara, elle, tremblait. Une sueur froide lui coulait dans le dos. C'était trop. Trop d'informations, trop de trahisons, trop de non-dits. Elle leva la main, comme pour faire taire le monde autour d'elle. Attendez, je ne comprends rien. Mon père, César, il a fait ça? Depuis quand? Pourquoi moi? L'avocate la regarda droit dans les yeux. Parce qu'il vous a toujours préparé à cela. Les écoles, les langues, les stages dans ces entreprises. Il vous a façonné pour devenir l'image de sa réussite, mais aussi son assurance vie. Clara serra le document, indignée. Il m'a utilisé. Non, mademoiselle, il vous a préparé à prendre sa place, mais aussi à prendre sa chute, s'il tombait. Un long silence s'installa. Puis, lentement, Clara leva la tête vers l'avocate. Et si je ne signe pas, vous serez convoqué dans 72 heures pour audition devant une commission internationale. Et vous risquez une mesure conservatoire, incluant la saisie de vos comptes, la suspension de votre passeport et potentiellement une détention provisoire. Raphaël bondit. C'est un chantage, c'est une manipulation juridique. Elle est une victime, pas une complice. Mais Lorraine ne répondit rien. Elle tendit simplement un stylo. À vous de choisir. Clara regarda le stylo, puis regarda ses mains. Ces mêmes mains qui, 1 heure plus tôt, tenaient un simple billet d'embarquement pour un voyage d'anniversaire. À présent, elle portait le poids d'un empire et d'un piège. Elle tourna lentement la tête vers Raphaël. « Qu'est-ce que je fais ?» Il posa sa main sur la sienne. « Tu choisis ce que moi je n'ai pas eu le courage de choisir il y a 20 ans. Tu peux signer et te perdre, ou refuser et te battre. » Clara respira profondément. Et face à l'avocate, elle déchira lentement le document en 2. « Dites à César qu'il va devoir me regarder dans les yeux et répondre de tout ce qu'il m'a fait. » Lorraine la fixa sans ciller. « Vous venez de déclarer la guerre à votre propre père ?» Clara répondit, les yeux en feu. « Non, je viens de déclarer la vérité. » La nuit était tombée sur la ville, et Clara, assise à l'arrière d'un taxi, regardait les lumières passer comme des souvenirs flous. Chaque reflet sur la vitre lui rappelait un moment. Une main sur son épaule, une photo encadrée, une voix qui l'appelait « ma princesse ». Et maintenant, tout cela semblait faux, calculé, empoisonné. Raphaël, assis à ses côtés, n'osait pas briser le silence. Il voulait parler, expliquer, se justifier, mais les mots se coinçaient dans sa gorge. Ce n'était pas le moment de parler. C'était le moment d'écouter ce que le silence de Clara criait. Ils descendirent devant un petit hôtel discret, loin des regards et des flashs de journalistes. Raphaël paya en liquide, comme s'il fuyait quelque chose depuis toujours. Et en réalité, c'était vrai. Dans la chambre, Clara s'effondra sur le lit, le regard perdu au plafond. Enfin, elle demanda « Pourquoi tu ne m'as jamais cherché ?» Raphaël, accoudé à la fenêtre, tourna la tête lentement. « Je t'ai cherché pendant des années, mais tout était verrouillé, tes dossiers scolaires étaient privés, tes déplacements protégés, ton nom dissimulé derrière des structures juridiques. César t'a caché comme on cache un coffre-fort. » Elle détourna les yeux. « Mais tu as abandonné. » Il s'approcha, s'assit au bord du lit. « J'ai été lâche. Oui, j'ai cru que me taire te protégerait. Que vivre loin de moi, c'était mieux que vivre mes batailles.
Je me suis convaincu que t'aimer de loin, c'était suffisant. Mais je me trompais. Clara serra les poings. Tu aurais dû te battre. Tu aurais dû me chercher tous les jours. Je sais. Un silence douloureux les enveloppa. Puis Raphaël sortit de son sac une petite boîte en bois, usée par le temps. Il la tendit à Clara. C'est tout ce que j'ai gardé de toi. Elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, une mèche de cheveux, une vieille échographie, une photo d'Elisa enceinte et une lettre jamais envoyée. Clara la déplia, les mains tremblantes. « Ma fille, je ne sais pas où tu es. Je ne sais même pas si tu existes encore dans ce monde d'acier et de mensonges. Mais si un jour tu lis ces mots, sache que je t'ai aimé chaque seconde, même en silence. Ton père, Raphaël. » Elle ne put retenir ses larmes. Et à cet instant, elle comprit. Elle n'était pas seulement la victime d'un jeu de pouvoir. Elle était aussi l'héritière d'un amour sacrifié, d'une guerre que personne n'avait eu le courage de gagner. Mais elle allait se lever. Et cette fois, ce serait pour se battre. Pendant que Clara relisait la lettre de Raphaël, ailleurs, dans une suite luxueuse d'un gratte-ciel, César Toledo contemplait la ville du haut de ses millions. Il portait une chemise de soie blanche, déboutonnée au col, et tenait dans sa main un verre de vin millésimé. Mais ses yeux étaient durs comme le béton de ses immeubles. Devant lui, 3 écrans montraient des flux en direct, caméras d'aéroport, extraits de journaux et un visage figé sur pause, celui de Clara, sa fille, ou du moins celle qu'il avait élevée comme telle. Il ne dit pas un mot. À côté, un conseiller financier transpirait de nervosité. « De monsieur, la situation échappe à notre contrôle. Raphaël est de retour. La presse parle. Clara n'a pas signé. Nous avons besoin d'un plan B. » César se tourna lentement, posa son verre et marcha vers le bureau. « Vous savez ce qu'on fait avec les murs qui s'effondrent ? » ?»« Non, monsieur. On les repeint, assez pour que personne ne voie les fissures. » Il ouvrit un tiroir et sortit un dossier noir marqué « Opération héritière. Vous allez convoquer les avocats à 8 heures et envoyer cette version de l'accord à la presse. Qu'elle ait refusé ou non, peu importe. Dans les journaux, elle sera l'héritière rebelle, incontrôlable, inapte. » Le conseiller hésita. « Et Raphaël ?» César sourit, glacé. « J'ai survécu à 2 crises mondiales, 3 procès et un divorce avec une actrice de série télé. Vous croyez qu'un soldat avec une boîte de souvenirs va me faire trembler ?» Mais son regard trahit quelque chose. Une ombre, un fantôme. Car César n'avait pas peur du soldat, il avait peur du passé, d'un nom gravé sur une pierre, d'un amour qu'il avait écrasé pour construire son empire. Il ouvrit un tiroir secret, en sortit une vieille photo. Sur l'image, Elisa, enceinte, souriante, les cheveux au vent. Et derrière elle, César, plus jeune, plus humain. Il caressa la photo du bout des doigts, puis murmura « Tu aurais dû me laisser l'élever seul. » Puis, il jeta la photo au feu de la cheminée. « Maintenant, c'est à moi de réécrire l'histoire. » Et pendant que les flammes dévoraient ce vestige d'un passé oublié, Clara, quelque part dans la ville, rassemblait ses forces, car le masque doré de César allait bientôt se fissurer. Et cette fois, il ne pourrait plus se cacher. Le lendemain matin, Clara retourna à l'endroit qu'elle n'avait plus visité depuis l'adolescence, l'école Fundación Toledo. Un établissement privé, luxueux, où chaque élève portait un uniforme sur mesure et où les couloirs sentaient le parquet ciré et l'ambition. Mais elle ne venait pas pour les souvenirs, elle venait chercher des réponses. Accompagnée de Raphaël, elle poussa les grandes portes en verre. À l'accueil, une secrétaire haussa les sourcils. « Bonjour, puis-je vous aider ?»« Oui, je m'appelle Clara Toledo. J'aimerais consulter mes anciens dossiers scolaires. » La femme tapota nerveusement sur son clavier. « Je ne suis pas certaine que ce soit autorisé. Il faudrait une autorisation écrite de votre tuteur. » Clara croisa les bras. « Mon tuteur, César Toledo, m'a presque inculpé pour fraude internationale. Alors à partir d'aujourd'hui, je demande ce qui me revient. » La femme déglutit, puis appela un agent de sécurité. Quelques minutes plus tard, un homme en costume noir les escorta jusqu'aux archives souterraines. Là, dans une salle glaciale, des étagères entières classaient les destins des enfants de l'élite. Un employé apporta une boîte. « Voici le dossier de Clara Toledo, de 2008 à 2015. »
Mais il manque des documents. Clara fronça les sourcils. Lesquels? Les autorisations médicales, les notes psychologiques, les correspondances de tuteurs, tout ce qui relie les décisions éducatives à l'identité parentale. Elle sentit son cœur battre plus fort. Raphaël prit la parole. Il a effacé les preuves. Il t'a effacé comme on efface une ligne d'un contrat. Il ne voulait laisser aucune trace d'où tu venais. Clara feuilletait les papiers à toute vitesse, et soudain, un nom sauta aux yeux. Nom maternel, Elisa Ferreira de Souza. Nom paternel, information confidentielle. Elle se tourna vers Raphaël, les yeux brillants. C'est vrai, tu étais bien là. Même si ton nom a été effacé, maman n'a jamais menti. Puis elle trouva un papier jauni au fond de la boîte. Une rédaction d'enfant, sa propre écriture. Mon héros préféré, c'est un soldat que je n'ai jamais rencontré. Mais maman dit qu'il est courageux, et moi, je crois que si je ferme les yeux très fort, il me protège en silence. Raphaël lut ces lignes, les mains tremblantes. Il essuya une larme. J'étais là, Clara, même sans que tu le saches. Elle referma la boîte, puis déclara « Il a construit cette école pour se donner une image. Mais il m'a construite, moi, pour se donner un héritage. » Et en sortant de cette école vide, Clara comprit que le combat n'était plus seulement personnel. C'était une guerre contre tout un système qui déguisait la manipulation en mérite. Et cette fois, elle n'allait pas fuir. Clara marchait lentement sur un sentier de terre battue à la périphérie de la ville. Ce quartier, fait de petites maisons colorées et de bougainvilliers fleuris, n'avait rien à voir avec les tours froides et vitrées de l'univers de César Toledo. Et pourtant, ici, quelque chose en elle vibrait. « Tu es sûr que c'est là ?» demanda Raphaël en regardant autour de lui. Clara hocha la tête. « Maman me parlait de cette maison quand j'étais petite. Elle disait qu'ici, elle avait entendu mon cœur battre pour la première fois. La bâtisse était modeste, aux murs défraîchis, mais avec un petit porche charmant et une chaise à bascule encore là, comme si quelqu'un allait s'y asseoir à tout moment. Un voisin sortit en les voyant s'approcher. « Vous cherchez la maison d'Elisa ?» Clara s'arrêta net. « Vous la connaissiez ?» Toute la rue la connaissait. Elle chantait en lavant le linge et lisait des histoires aux enfants. Elle avait la lumière dans les yeux. Quand elle est partie pour travailler chez les Toledo, le quartier a perdu une étoile. Raphaël baissa les yeux, ému. Le voisin leur donna une vieille clé rouillée. Elle me l'a confiée quand elle est partie. Elle m'a dit, si un jour ma fille revient, elle saura où me trouver. Clara sentit ses jambes fléchir. Elle prit la clé comme si elle tenait le passé dans ses mains, puis entra. À l'intérieur, la maison sentait encore le savon et les pages vieillies. Sur une commode, un petit cadre avec une photo fanée. Elisa, enceinte, tenant une peluche rose. Et sur le mur, un cœur dessiné à la craie, presque effacé. Elle passa les doigts sur le dessin, les yeux humides. Elle a laissé tout ça intact, pour moi. Dans la chambre, un coffre était posé sous le lit. À l'intérieur, des lettres, beaucoup de lettres, toutes adressées à une seule personne, Clara. « Ma fille, je sais que là où tu grandiras, on te dira que tu dois être forte, silencieuse et parfaite. Mais souviens-toi, ton cœur n'a pas été créé pour l'obéissance, mais pour la vérité. » Raphaël lisait à voix basse, bouleversé. Chaque lettre était un fragment d'âme, un pont entre une mère et sa fille, que ni le temps ni César n'avaient pu détruire. Clara serra les papiers contre sa poitrine. Elle m'aimait, même quand je doutais d'elle, même quand on me faisait croire qu'elle était insignifiante. Puis elle se tourna vers Raphaël. « Je vais raconter son histoire. Je vais dire au monde qui était Elisa. Et je vais briser ce que César a construit sur notre silence. » Ce jour-là, dans une maison modeste oubliée par les riches, une héritière ne se découvrit pas riche. Elle se découvrit digne. Assise sur le lit de son enfance, Clara tenait entre ses doigts un petit bracelet en tissu rouge et beige, tissé à la main. Elle ne l'avait jamais vu auparavant, mais il reposait dans la boîte où Elisa avait rangé ses souvenirs les plus précieux. Ce n'était ni or, ni argent, ni pierre, mais il vibrait d'une valeur que seule une mère pouvait reconnaître. « Tu connais ça ?» demanda-t-elle à Raphaël. Il s'approcha et dès qu'il vit le motif entrelacé, il pâlit. « Je t'ai fabriqué ça. »
Le jour où tu es né. Clara le fixa, bouleversée. Quoi? C'était tout ce que je pouvais faire. J'étais encore à l'hôpital militaire, interdit de tout contact. Mais ta mère m'a envoyé une photo de toi, et j'ai pris un fil de ma veste d'uniforme et un de sa blouse de maternité. Je les ai tressés ensemble, en pensant à toi. Elle porta la main à sa bouche. Ce bracelet, si humble, portait donc l'ADN d'un adieu. Elle a gardé ça toutes ces années, murmura-t-elle. Et elle t'a donné toute une vie de silence pour que tu sois en sécurité, ajouta Raphaël. Clara noua le bracelet à son poignet, comme une armure invisible. Alors c'est décidé. Je vais exposer tout ce que César a fait. Il a menti, effacé, dissimulé. Mais je vais lui montrer que le sang ne s'efface pas. Ils quittèrent la maison et se rendirent directement à la fondation de César Toledo, où une conférence de presse avait été convoquée. Tout le monde croyait qu'elle allait y annoncer son acceptation officielle du poste d'héritière. César avait même rédigé un discours pour elle, prêt à être lu mot pour mot. Mais elle monta seule sur scène, les caméras braquées, les flashs, les murmures. Clara prit une grande inspiration, puis sortit une enveloppe. « Je ne suis pas ici pour accepter une fortune, je suis ici pour libérer une vérité. » Elle raconta tout, l'histoire de sa mère, de Raphaël, des lettres. Elle lut même un extrait de la rédaction d'enfants, celle qu'elle avait écrite à l'école. Elle montra le bracelet. Et enfin, elle pointa du doigt son propre père adoptif, César, assis au fond de la salle. Il a voulu que je sois sa vitrine, mais je suis la mémoire de celle qu'il a effacée, et cette mémoire ne se vend pas. Le silence dans la salle était absolu. Puis une journaliste osa poser la question. « Et maintenant, que comptez-vous faire ?» Clara sourit, avec force. « Je vais rouvrir l'école Elisa Ferreira, pour les filles comme moi, celles qu'on a voulu faire taire. Et si mon nom a du poids, ce sera pour lever les autres, pas pour les écraser. » Dans le public, Raphaël retenait ses larmes. César, lui, resta figé, le masque fissuré. Car ce jour-là, ce n'était pas son empire qui s'effondrait, c'était sa façade. Quelques heures après la conférence, la vidéo de Clara avait déjà explosé sur les réseaux. Des millions de vues, des partages en cascade, des commentaires de soutien venus de tous les coins du pays. Mais pendant que l'Internet s'enflammait, un autre drame se jouait dans le silence d'un bureau feutré. César Toledo, toujours assis à sa table en acajou, regardait la vidéo en boucle, les mains tremblantes, les yeux humides, mais le regard vide. Il avait tout contrôlé pendant des décennies. Son image, sa réputation, sa propre famille. Mais là, il n'avait plus rien. Sa secrétaire entra timidement. « Monsieur, elle est là. » Il releva la tête. « Elle, Clara. » César hésita, puis fit un signe de tête. Quand elle entra, il fut frappé, non pas par son apparence, mais par sa présence. Elle n'était plus la fille silencieuse qu'il pensait avoir façonnée. Elle était debout, entière. « Pourquoi es-tu venue ?» demanda-t-il, d'une voix rauque. « Parce que même après tout ce que tu m'as fait, j'ai besoin de finir ça en face. » Il hocha la tête, amer. « Tu veux m'humilier davantage ?» Clara le fixa droit dans les yeux. « Non, je veux te pardonner. » Un silence lourd s'abattit sur la pièce. « Pardonner ? Oui, pas parce que tu le mérites, mais parce que je ne veux plus que ton pouvoir me suive. Je veux vivre libre. » Il la regarda longuement, puis soupira. « Tu ressembles à ta mère. C'est le plus beau compliment que tu m'aies jamais fait. » Clara tourna les talons, mais avant de sortir, elle se retourna. « Tu peux rester ici avec tes titres, tes actions, ta solitude. Moi, je vais bâtir quelque chose de vrai. Et cette fois, je le ferai avec mon vrai nom. » Le lendemain, les médias diffusèrent un moment inattendu. Clara Toledo, sur le plateau d'une grande émission en direct, aux côtés de Raphaël. Elle raconta leur histoire. Le soldat, la servante, la fille effacée, l'injustice et la lumière revenue. Et à la fin, elle dit quelque chose qui toucha le cœur du pays entier. « J'ai découvert que mes origines ne sont pas une faiblesse, elles sont ma force. Et si j'ai appris une chose, c'est que ce qu'on essaie d'enterrer finit par pousser plus fort. » Le public se leva en larmes. Les messages d'espoir affluèrent. Des mères seules, des enfants abandonnés, des soldats, des professeurs.
Tous se reconnaissaient dans cette histoire, car Clara avait donné un visage à l'invisible. Et ce jour-là, dans une société où les puissants pensent pouvoir réécrire les naissances, une femme leva la voix pour dire « Vous ne m'avez pas inventé. Je me suis retrouvée. » Le soleil se levait sur un quartier oublié, là où les enfants jouaient autrefois dans la boue et les rêves s'arrêtaient à la clôture de tôle. Mais ce matin-là, une file de petites filles habillées de blanc et de bleu formait un chemin silencieux vers un nouveau bâtiment. Au fronton, on pouvait lire en lettres dorées « École Elisa Ferreira », là où commence la dignité. Clara était là, devant les caméras, mais aussi devant les voisins, les anciens camarades de sa mère, et surtout devant les filles à qui elle voulait tendre la main. Je n'ai pas été à l'école de ma mère, mais aujourd'hui, je la reconstruis pour celles qui viendront après. Raphaël, ému, tenait dans les mains la plaque d'inauguration. Il la fixa sur le mur avec soin, puis regarda Clara. Elle serait fière de toi. Elle est ici, Raphaël, dans chaque détail. Et en effet, chaque salle de classe portait un nom lié à l'histoire d'Elisa. Il y avait la salle du courage, la salle de la vérité, et même une petite bibliothèque portant l'inscription « Pour celle qu'on a fait taire, votre voix compte ». Les premiers élèves entraient, curieuses, émerveillées. Beaucoup venaient de milieux brisés, de mères seules, de quartiers violents. Mais ce jour-là, elles entraient dans un lieu où leur histoire ne serait pas un fardeau, mais un point de départ. Pendant l'inauguration, une vieille femme s'approcha de Clara. « Tu ne me reconnais pas, n'est-ce pas ?»« Non, madame. Je suis la sage-femme qui a aidé ta mère à t'accoucher. » Elle m'a dit, encore haletante, « Ma fille sera lumière, même si le monde tente de l'éteindre. » Clara sentit son cœur exploser. « Merci, merci de me dire ça aujourd'hui. » Et dans ses yeux, une promesse. Jamais plus une histoire comme celle d'Elisa ne serait enterrée. Clara annonça aussi une fondation, avec des bourses, des mentors, des aides juridiques pour les familles abandonnées. Ce n'était pas un acte symbolique, c'était une revanche douce, mais puissante. Elle conclut son discours avec ces mots. « Mon père m'a donné son nom, ma mère m'a donné son âme. J'ai choisi de porter les deux, mais d'agir selon l'âme. » Ce jour-là, dans une rue qui avait trop longtemps vu passer l'oubli, quelque chose d'inédit s'est planté en terre. Une mémoire vivante. Et cette mémoire s'appelait justice. Quelques semaines après l'inauguration de l'école, alors que les choses semblaient enfin prendre leur place, Raphaël reçut un appel. Une femme âgée voulait lui remettre quelque chose, en main propre. Elle disait avoir travaillé à la poste de l'hôpital militaire, il y a bien longtemps. Curieux, il accepta de la rencontrer. Quand ils se retrouvèrent dans un petit café discret du centre-ville, elle sortit de son sac un papier jauni, plié avec soin, mais fragile. « Je devais vous le donner il y a plus de 20 ans, mais j'ai eu peur. On m'a menacé, puis j'ai quitté la ville. Aujourd'hui, j'ai vu votre fille à la télévision, et j'ai compris qu'il était temps. » Elle posa la lettre sur la table. Raphaël la reconnut tout de suite. Son écriture, ses mots, c'était celle qu'il avait écrite à Elisa après avoir appris qu'elle était enceinte, la lettre qu'il croyait perdue. Les mains tremblantes, il l'ouvrit et lut à voix basse. « Elisa, tu n'as aucune idée de ce que cette nouvelle signifie pour moi. Je suis ici, enfermé entre mur et ordre, mais mon cœur bat comme s'il courait jusqu'à toi. Si notre fille vient au monde, sache que je l'aimerai d'une manière que même les batailles ne pourront effacer. Promets-moi que même si on nous sépare, tu lui parleras de moi. Et si je ne peux être là, garde cette lettre. Un jour, elle saura. » Raphaël ferma les yeux. Une larme coula, lente, silencieuse. Pendant tant d'années, il avait cru qu'Elisa ne lui avait jamais répondu. Mais la vérité, c'est que la réponse n'était jamais arrivée. « Elle n'a jamais su que je t'écrivais ?» demanda-t-il. La vieille femme secoua la tête, coupable. Elle croyait que tu l'avais oubliée. Raphaël se leva, remerciant la femme avec une profonde émotion. Puis il marcha lentement jusqu'à l'école. Clara y donnait une interview. Quand elle le vit, elle interrompit tout. Il tendit la lettre vers elle, comme un trésor retrouvé. « C'est ce que je voulais te dire, avant que le monde ne me fasse taire. » Clara lut, et les larmes coulèrent sur son visage sans qu'elle les retienne. « Tu l'aimais vraiment. » « Je n'ai jamais cessé. » Elle le serra dans ses bras.
plus fort qu'elle ne l'avait jamais fait. Ce jour-là, la lettre qu'un soldat avait écrite dans l'ombre devint lumière dans les mains de sa fille. Et dans ce simple geste, un père fut enfin entendu. Un mois plus tard, Clara reçut une convocation. L'avocat de César Toledo souhaitait la rencontrer. Elle hésita, mais quelque chose en elle lui disait que c'était nécessaire. Lorsqu'elle entra dans le bureau luxueux, le silence régnait. L'avocat, un homme aux cheveux gris et aux gestes mesurés, lui tendit une enveloppe cachetée. « Ceci est le testament de votre père. Il l'a modifié peu après votre dernière conversation. » Clara déglutit. Elle n'attendait rien. Elle n'espérait rien. Mais elle ouvrit l'enveloppe. Et là, noir sur blanc, César Toledo avait laissé toute sa fortune personnelle à l'école Elisa Ferreira. Pas à Clara, pas à une fondation en son nom, mais à ce lieu qu'elle avait créé, à la mémoire de sa mère. L'avocat continua. Il a ajouté une clause. Il voulait que ce don soit entièrement géré par vous, sans possibilité d'annulation, même par ses héritiers ou ses associés. Clara ne savait que penser. Une partie d'elle voulait rejeter ce geste, voir en lui une tentative de rachat tardive, mais une autre comprenait. C'était peut-être son seul acte sincère. Elle retourna à l'école ce soir-là. Seule, assise dans la bibliothèque, elle ouvrit le carnet de sa mère, celui qu'elle avait conservé toutes ces années. À la première page, une phrase écrite de la main d'Elisa. « Si ma fille lit ceci un jour, qu'elle sache, tu n'es pas le silence que j'ai subi, tu es la voix que j'ai rêvé d'avoir. » Clara sourit en pleurant. Ce soir-là, elle prit une décision. Elle allait créer un programme national, répliquant l'école Elisa dans d'autres régions. Chaque bâtiment porterait le nom d'une femme invisibilisée. Chaque fille aurait un mentor. Chaque mère aurait une main tendue. Elle appela Raphaël. « J'aurai besoin de ton aide, toujours. » Et ainsi, de la douleur naquit un projet, de l'abandon, une alliance, de la honte, un drapeau. L'histoire de Clara n'était plus une revanche. C'était une mission. Et quelque part, dans les silences de l'univers, une femme nommée Elisa fermait doucement les yeux, en paix. 1 an s'était écoulé depuis l'inauguration de la première école Elisa. Ce matin-là, Clara montait sur une scène dressée dans une favela du nord du pays. C'était la 5e école du projet. Derrière elle, une immense fresque murale montrait une femme noire tenant un livre et une petite fille la regardant comme on regarde un phare au loin. Le public était composé de mères, d'adolescentes, de travailleuses domestiques, de jeunes orphelines. Elles ne savaient pas encore ce que le monde leur réservait, mais en entendant Clara, elles pressentaient déjà une réponse. Quand j'étais petite, on m'a dit que certaines naissaient pour servir. On m'a dit que mon histoire devait être enterrée. Aujourd'hui, je vous dis que notre mémoire est notre plus grande arme. Des applaudissements s'élevèrent. Mais Clara, ce jour-là, tenait dans sa poche quelque chose qu'elle n'avait jamais montré à personne. Une photo retrouvée récemment. Elle la sortit, la leva au ciel. C'était une image fanée de sa mère, Elisa, toute jeune, tenant un balai dans un couloir d'hôpital et souriant timidement à la caméra. « Voici la femme qui m'a mise au monde. Elle a été traitée comme invisible. Mais aujourd'hui, son nom ouvre des portes. » Un silence profond se fit. On aurait pu entendre une aiguille tomber. « Ce que vous vivez n'est pas votre faute, mais ce que vous faites de votre douleur, ça, c'est votre pouvoir. » Parmi les spectatrices, une adolescente aux yeux tristes se leva. « Madame Clara, moi aussi, je suis fille d'une femme oubliée. Est-ce que j'ai le droit d'espérer ?» Clara descendit lentement de la scène. Elle prit les mains de la jeune fille dans les siennes. « Tu n'as pas seulement le droit, tu as la mission, et je serai là. » Elles s'enlacèrent. Les caméras filmèrent. Mais ce moment n'était pas pour les réseaux ni pour les journaux. C'était pour l'histoire. Ce soir-là, en regardant le ciel depuis la terrasse de l'école, Raphaël murmura à Clara. « Tu sais, on dit que certaines âmes veillent sur nous. Je sais, et je crois qu'elle est là. » Elisa. « Oui, mais pas seulement. » Car Clara sentait, au plus profond de son cœur, que chaque femme qui avait souffert en silence se tenait là, invisible, mais vivante dans chaque fille qui se levait. Et dans ce ciel sans nuages, elle vit une étoile briller plus fort.
5 ans plus tard, le Brésil entier connaissait désormais le nom d'Elisa Ferreira. Ce n'était plus seulement une école, c'était un mouvement. Des programmes sociaux inspirés par son histoire avaient fleuri dans plusieurs pays. Son visage, longtemps effacé, figurait désormais sur des timbres, des livres scolaires et même dans une exposition permanente à Brasilia. Mais ce jour-là, dans une petite salle de classe de la toute première école, un garçon leva la main. « Madame Clara, pourquoi tout ça porte le nom de votre maman ?» Elle sourit. Elle aimait cette question. Parce qu'un nom peut être effacé, mais quand on le répète avec amour, il devient éternel. Le garçon baissa les yeux pensif. « Moi, je ne connais pas le nom de ma maman. Elle est partie. » Clara s'agenouilla à côté de lui, le regard dans les yeux. Alors nous allons lui en donner un qui représente ce qu'elle t'a laissé. Dis-moi, quand tu penses à elle, tu ressens quoi? De la chaleur, comme quand le soleil passe par la fenêtre. » Elle sourit. « Alors elle s'appellera Lucia Sol, la lumière du soleil. » Le garçon sourit timidement. Et à ce moment précis, Clara comprit. Le projet n'était pas juste un héritage, c'était une réparation, une résurrection. Une manière de redonner aux oubliés la place qu'ils n'auraient jamais dû perdre. Ce soir-là, elle retourna dans l'appartement modeste qu'elle n'avait jamais quitté. Elle s'assit au bord du lit, ouvrit une boîte ancienne et relut la lettre de Raphaël, celle qu'il avait écrite en guerre, jamais envoyée. Puis elle prit un stylo et pour la première fois, elle lui répondit « Papa, j'ai mis du temps à comprendre ton silence, mais aujourd'hui, je sais qu'il y avait de l'amour. Même dans l'absence. Je te pardonne, et je marche avec toi chaque jour, ta fille, Clara. » Elle referma la lettre, la serra contre son cœur, et au même moment, dans un autre quartier, Raphaël sentit quelque chose. Un poids quittait ses épaules, une paix qu'il n'avait jamais connue. La vie avait pris des détours, il y avait eu l'abandon, la colère, la perte, mais il y avait eu aussi une rencontre, une voix, une mémoire, et désormais un nom qu'aucune guerre n'effacerait. Elisa.